Bienvenue dans le débat de France 24. Né dans l'émoi et la sidération de l'affaire Samuel Paty, le projet de loi confortant le respect des principes de la République vient donc d'être adopté en première lecture par 347 députés contre 151 et 65 abstentions. Sans surprise, la majorité La République En Marche et Modem s'est mobilisée, même si l'ensemble des élus d'opposition ont voté contre ou se sont abstenus, la droite jugeant le texte trop mou, la gauche estimant au contraire qu'il cible de manière trop directe les Français de confession musulmane. Où se situe la réalité? Ce texte, annoncé dès le 2 octobre dernier par Emmanuel Macron lors d'un discours au Mureaux, a-t-il atteint sa cible, désignée à l'époque comme le séparatisme islamiste, ou bien vise-t-il au contraire l'ensemble des musulmans au risque d'exclure plus que d'unir? Séparatisme, une loi contre l'islamisme ou bien contre l'islam? On en débat avec vous, Michel Soudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Politis. Merci d'être avec nous. Face à vous, Amine El-Khatmi. Vous présidez, vous, le Printemps républicain et vous êtes auteur de Combat pour la France. C'est paru chez Fayard. Mais d'abord, qu'y a-t-il donc dans ce projet de loi? Les principales dispositions nous en sont résumées par Hanan Saïdani. Mettre fin à la haine en ligne, notamment contre des agents du service public. C'est l'objectif de l'article 18, dit l'article Samuel Paty, du nom de l'enseignant assassiné en octobre dernier. Il crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui pour la diffusion d'informations relatives à la vie privée ou professionnelle dans un but malveillant. Les coupables encourent une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mettre aussi fin au discours de haine dans les lieux de culte. Les préfets sont dotés de pouvoirs élargis pour les fermer pendant 2 mois si des discours incitant à la haine ou à la violence y sont tenus. Les financements seraient soumis à davantage de contrôles. Ceux provenant de l'étranger devraient être déclarés s'ils dépassent 10 000 € par an. Bonjour, la séance. Aucune religion n'est spécifiquement nommée, mais pour l'opposition de gauche, c'est l'islam qui est visé. La droite, elle, reproche justement au gouvernement de ne pas nommer explicitement l'islam radical. Plus de contrôle aussi pour les associations. Elles devront signer un contrat d'engagement républicain pour recevoir des subventions. Concernant les droits des femmes, la lutte contre les mariages forcés et la polygamie, déjà interdits en France, est renforcée. Une des dispositions les plus controversées reste l'instruction à domicile, avec une stricte limitation des contrôles et une autorisation obligatoire. Face aux critiques, le gouvernement a inscrit dans la loi une période de transition qui prendra fin en 2024, le temps pour les parents de s'adapter. Voilà, on va peut-être prendre d'ailleurs les grands aspects de ce texte. D'abord, s'agissant de la neutralité dans les services publics, Amine El-Khatmi, ce texte prévoit que policiers, gendarmes et agents pénitentiaires prêtent serment de servir avec dignité la République et la Constitution, que tous les agents publics soient aussi formés au principe de laïcité. C'est une mesure opérante, c'est normal ou c'est totalement de la poudre aux yeux d'une certaine manière? C'est normal. Il ne paraît pas totalement absurde ou incongru que ceux qui incarnent l'État sur le terrain, et là en l'occurrence des fonctionnaires, puissent effectivement prendre l'engagement de respecter un certain nombre de principes, notamment la laïcité, et puissent être formés. On sait qu'il y a un manque de formation. Discuter avec des enseignants qui se retrouvent dans un certain nombre de classes face à des situations, ils sont la plupart du temps désarmés parce qu'ils vous disent « mais moi j'aimerais bien y répondre, sauf qu'on ne m'a jamais formé, on ne me donne pas les outils, on ne m'explique pas comment réagir ». Et donc oui, l'État doit armer, pardon, le terme n'est peut-être pas le plus opportun, mais en tout cas donner des outils à ceux qui l'incarnent pour pouvoir, et à ceux qui le représentent sur le terrain, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'attentes, de provocations ou de non-respect de principes, notamment de la laïcité. Ça me paraît normal. On va évoquer le cas des enseignants dans un instant pour les dispositions qui semblent indirectement liées à ce qu'on a appelé l'affaire Samuel Paty, c'est en France du nom de cet enseignant décapité au mois d'octobre dernier. Michel Soudet, étendre cette obligation de neutralité aussi aux agents de droit privé qui exercent des missions de service public, dans les transports par exemple, dans d'autres secteurs. Ça vous choque, ça, qu'on exige aussi de ces personnels-là qu'ils démontrent un attachement aux valeurs de la République? C'est effectivement une extension assez regrettable, logique, Pourquoi mais regrettable. Regrettable parce que ça signifie que, sous le coup notamment des injonctions européennes, on a délégué énormément de services publics à des entreprises privées. C'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Mais les gens qui ont été embauchés, des fois, dans ces entreprises, ils n'étaient pas destinés
à travailler, à faire du service public, forcément. Et donc là, on leur rajoute sur leur contrat de travail une obligation qui est logique dans un service public, mais qui ne l'est pas forcément. Pour l'usager, prenons l'exemple par exemple dans les aéroports. Est-ce qu'il n'est pas normal d'attendre de la part des agents de sécurité, qui bien souvent sont des entreprises privées qui opèrent pour le compte de l'État, mais néanmoins en tant qu'entreprise privée, d'attendre de ces agents qu'ils démontrent l'attachement des valeurs de la République dans des lieux quand même particulièrement sensibles? En général, on leur demandait surtout de manifester des valeurs d'hospitalité, puisque c'est des lieux touristiques aussi. Ce sont des lieux de contrôle aussi. Hein. C'est aussi des lieux de contrôle, mais je pense que là, effectivement, une fois de plus, on le voit bien, la sécurité privée, c'est l'objet d'une proposition de loi qui va revenir au Sénat dans pas longtemps. On fait beaucoup avec la sécurité privée quand on recule sur la sécurité publique. Amin El-Khatmi. D'abord, si je puis me permettre, on ne demande pas aux agents de sécurité dans un aéroport de faire preuve d'hospitalité. Ils peuvent le faire, personne ne leur demandera. On leur demande de veiller à la sécurité. Et on sait qu'il y a un enjeu de sécurité dans les aéroports. Il y a déjà eu des attentats dans des aéroports dans le monde. Par ailleurs, est-il totalement absurde de demander à un agent de la RATP, par exemple, je cite cet exemple à dessein, parce qu'on sait qu'il y a un vrai sujet de la montée du fait religieux à la RATP. Et on a eu notamment l'exemple d'un chauffeur de la RATP qui a refusé de prendre un bus au moment de la prise de son service, au prétexte que le bus en question avait été conduit par une femme avant lui et qu'il devait considérer selon... Vous êtes un spécialiste pour monter des petits faits divers en épingle et estimer à chaque fois je ne vous ai pas interrompu. Amin El-Khatmi, vous terminez, puis Michel Soudet va vous répondre. Je n'interromps pas mes interlocuteurs. Ce n'est pas un fait divers. Considérer qu'un homme puisse affirmer qu'une femme n'est pas son égale, qu'elle est à ce point insignifiante à ses yeux, qu'il refuse de conduire un bus parce qu'elle l'a conduit, c'est pas un fait divers, c'est pas insignifiant. Ça dit quelque chose d'une certaine idée de l'égalité entre les femmes et les hommes et du respect que l'on doit aux femmes dans ce pays. Et que des gens de gauche ne puissent pas comprendre cela, alors qu'on vient d'une gauche qui normalement a porté les combats féministes cette leçon de morale depuis toujours. Non mais vous dites que c'est vous avez porté des combats féministes depuis toujours. Écoutez, monsieur El-Khatmi, vous êtes président d'une association dont le fondateur, si ce n'est le penseur, est Laurent Bouvet, qui en 2001 lançait issu de la gauche, issu du Parti Socialiste. Qui, au sein du Parti Socialiste, lançait un manifeste en 2001 contre la parité homme-femme. Alors, l'égalité, ça n'a pas toujours été un combat de tout le monde, et en tous les cas, dans ceux dont vous vous réclamez, ça n'a pas toujours été leur combat. Ah oui, parce qu'Elisabeth Badinter, elle n'est pas féministe, par exemple. Elisabeth Badinter, elle n'est pas féministe. Fallait-il contesté par un certain nombre de féministes. Il y a des débats à l'intérieur. Je préfère Elisabeth Badinter à Daniel Obono. Bien sûr. Si vous voulez que... Amin El-Khatmi, on va pas se lancer des noms au visage, parce que sinon, ceux qui nous regardent ne vont pas forcément comprendre les enjeux du débat. Fallait-il, par exemple, faire mention du voile et du port ostentatoire de signes religieux? Fallait-il les interdire explicitement, par exemple, de la part des agents publics, étendre cette obligation de neutralité aux agents de droit privé s'agissant du port de ces signes religieux ostentatoires? Il en a été question à un moment, et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a très clairement exclu cette disposition. Oui, mais on ne va pas ouvrir en permanence des débats dans les débats. C'est comme l'amendement qui a été porté sur l'interdiction du voile dans l'espace public. Je suis le fils d'une femme voilée. Je peux peut-être mieux que d'autres parler des motivations qui font qu'à un moment donné, une femme porte le voile. Mais je ne me viendrai pas à l'esprit demain, et même si certaines femmes peuvent porter le voile de manière prosélyte, même si certaines peuvent le porter de manière subie parce qu'il y a une pression, mais je serai le dernier à réclamer l'interdiction. Je ne veux pas d'une société où demain, on pourrait dire à une femme voilée qui ne pose problème à personne, à un homme qui porte la kippa ou à un catholique qui porte une croix dans la rue. Y compris dans le cadre de missions de service public. Non, mais dans le cadre de missions de service public, on peut discuter. Effectivement, si vous représentez le service public, j'avais considéré, moi, par exemple, que le fait qu'un élu municipal, qu'une élue adjointe au maire puisse représenter le maire en étant voilé, ou un adjoint portant une kippa, ou Madame Boyer, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, qui se promène avec une croix longue comme le bras, j'ai trouvé ça pas normal. Donc effectivement, quand on est élu, mais dans l'espace public, on ne va pas interdire les signes religieux. Michel Soudet? Non, vous êtes, j'imagine, d'accord sur ce point-là. Je ne vois pas la raison qu'il y aurait à interdire les signes religieux dans l'espace public, ou alors
on fait un formidable retour en arrière sur une forme de laïcité qui était celle du petit père Combe et de ses soutiens, qui voulaient supprimer et encore une fois, de la part d'agents de droit privé qui exercent des missions de service public. Il ne faut pas attendre là aussi une neutralité, y compris dans la présentation. Mais vous savez, dans cette loi, ça va très loin, puisqu'on interdit aussi la moindre expression des opinions politiques à tous ces gens-là. C'est-à-dire que dans le cadre de leur métier. Dans le cadre de leur métier, oui. Mais que je sache, jusqu'ici, on a bien vu. Alors, peut-être que les syndicats de police vont arrêter de manifester des opinions politiques. Les syndicats n'expriment pas des opinions politiques, a priori. Ils s'inscrivent dans le débat social. Il faut savoir s'ils sont... On va évoquer l'autre aspect, effectivement, de cette loi, qui fait dire d'ailleurs à un certain nombre de personnes qu'il s'agit peut-être aussi d'une loi de circonstances pour répondre à l'émotion née de l'affaire Samuel Paty. Encore une fois, cet enseignant qui avait été assassiné, décapité à la sortie de son établissement à Conflans-Sainte-Honorine. L'article 4 punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende toute personne accusée de menacer, violenter ou intimider un agent exerçant une mission de service public. L'article 18 lui crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion dans un but malveillant d'informations relatives à la vie privée. Il sera désormais puni de 3 années d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, ce qui fait évidemment référence aux menaces et aux rumeurs qui avaient été largement diffusées sur les réseaux sociaux concernant Samuel Paty. Des dispositions bienvenues, Michel Soudé, compte tenu encore une fois de ce qui s'est passé à la lumière de cet événement tragique. On peut penser que ce sont des dispositions bienvenues. Les juristes vous diront qu'elles ciblent très très large et qu'elles vont au-delà de ceux qui sont désignés. C'est tout le problème de cette loi. À la fois, vous dites qu'elle cible les musulmans et en même temps, vous dites qu'elle cible très large. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que faute de pouvoir définir, et la loi ne définit nullement, ce qu'est l'islam radical, qui est la cible du gouvernement qui affirme une volonté politique de l'éradiquer. Il eût fallu le faire. Il contourne tout autour. Mentionner l'islamisme radical. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il paraît que ce n'était pas possible juridiquement. Peut-être ça ne l'est pas. Et pour ça, au lieu de mettre les moyens sur des systèmes qui existent déjà, on fait très très large en rognant sur un bon nombre de nos libertés, on y touche. Alors, on touche à la loi de 1905 sur les cultes, on va toucher à la loi sur la presse un petit peu, on va toucher à la loi sur les associations. Les grandes lois de liberté, on y touche en contournant. Et donc, sur un certain nombre de ces dispositions, des gens qui n'ont rien à voir avec la cible initiale, qui n'ont rien mise en danger de la vie d'autrui. Pardonnez-moi, mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion dans un but malveillant d'informations relatives à la vie privée. On est quand même là dans le domaine de la criminalité. Oui, mais il y a d'autres articles où il y a plus que ça, où des parents d'élèves mécontents d'un enseignant vont pouvoir se retrouver suspects et avoir des histoires, voire une garde à vue, parce qu'ils auront eu des mots un peu durs avec un enseignant qui pourrait d'ailleurs être incompétent. Il y en a quand même qui existent. Or, tout ça, c'est pas véritablement... la menace à l'égard d'agents de service public, la menace à l'égard d'agents de service public, le fait de violenter, intimider, ça ne mérite pas là aussi, d'après vous, une sanction qui aille jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Les sanctions ne sont pas si précis que... Les textes ne sont pas aussi précis que ça. Et les sanctions sont toujours des sanctions maximum, effectivement. Amin El Khatmi, trop grave par rapport à des faits trop imprécis ? Non, c'est pas imprécis. Quand on regarde le texte, la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations publiques au privé, lorsque la personne est chargée d'une mission publique comme un enseignant ou lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique comme un policier, ce sont des faits qui sont très précis. Et par exemple, est-il normal que M. Sefrioui, dans le cadre de Samuel Paty, M. Sefrioui, c'est la personne qui accompagne le parent d'élève. On en revient toujours, mais on est d'accord. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Non, mais vous dites ça ne sert à rien, vous dites c'est trop large. Je vous donne un exemple précis. La personne qui accompagne le parent d'élève, qui fait une vidéo derrière, qui est un imam radical par ailleurs, qui nomme Samuel Paty, qui lui pose une cible sur le dos. Les responsables de la grande mosquée de Pantin, qui sur la page Facebook de la grande mosquée de Pantin relaient cette vidéo.
vidéos. Et bien maintenant, avec cet article, on va pouvoir considérer très précisément qu'ils ont contribué par la diffusion d'informations à mettre en danger la vie d'autrui, puisque c'est eux qui ont donné de l'écho à un événement par ailleurs faux, puisqu'on a appris que cette jeune fille qui disait « j'ai vu ces dessins en cours » n'était même pas là ce jour-là. Donc le père a menti et ceux qui ont relayé une fausse information. Eh bien nous aurons maintenant dans l'arsenal juridique un dispositif qui n'existait pas avant de manière aussi précise, qui va pouvoir ce texte, il comble une lacune que la loi jusqu'à présent ne prenait pas en compte. Et la hiérarchie pourra mieux protéger les enseignants, puisqu'on a vu aussi dans l'affaire Samuel Paty qu'il y avait eu un souci parce qu'un certain nombre de ses collègues avaient dit « je me désolidarise, tu n'aurais pas dû montrer ces dessins ». Oui, puis il crée un devoir aussi pour la hiérarchie de l'enseignant qui devra à l'avenir soutenir et déposer plainte. Déposer plainte avec le consentement néanmoins de la victime présumée, en l'occurrence de l'enseignant. Mais c'est une obligation qui est nouvelle et qui est bienvenue parce que parfois, j'en termine, pardon, 10 secondes, parfois l'administration a eu tendance à faire pas de vague. On rassure l'enseignant ou l'agent, lui dit bon, écoute, on va régler ça dans un bureau les yeux dans les yeux, mais ne va pas plus loin. Ça, c'est fini. Le pas de vague, c'est fini. Maintenant, c'est dépôt de plainte avec l'accord de l'agent concerné. Michel Soudé. Le problème avec ce type de texte, tous les juristes vous le diront, c'est que où commence la mise en danger d'autrui. Et ça devra être apprécié par des juges. On ne sait pas encore qu'est-ce qui pourrait relever de ça, parce que ça dépendra de jurisprudence, de plusieurs jugements. Vous craignez que ça conduise à des excès, de condamnations excessives ? Ça peut. C'est ce que disent nombre d'avocats qui ont la justice examiné déjà comme ça. Chaque juge, chaque magistrat examine en fonction de textes, mais aussi... Mais là, on est sur quelque chose de très fugace. Et j'entends bien qu'il y a des cas où, effectivement, les trolls, comme on les appelle sur les réseaux sociaux, mériteraient d'être un peu plus sanctionnés qu'ils ne le sont. Des mises en danger, il y en a assez régulièrement. Elles commencent sous diffusion de photos, diffusion d'adresses privées, habitudes. Ça se fait régulièrement. Ils ont confiance à la police et à la justice, c'est leur métier. On en vient au fameux article 21 qui, contre toute attente, a déclenché les passions. Il concerne l'instruction en famille. Pour y avoir recours, eh bien, il ne suffit plus d'une simple déclaration. À partir de la rentrée 2024, il faudra pour les parents solliciter l'autorisation des pouvoirs publics qui auront donc à apprécier le projet éducatif proposé à l'élève. Une atteinte à la liberté d'enseignement ou bien une manière de prévenir les dérives, Amine El Khatmi ? Non, ce n'est pas une atteinte. Alors précisons d'abord qu'il y aura des dérogations, les raisons de santé, la pratique artistique, l'itinérance de la famille. Vous avez des familles effectivement qui changent de ville, passent de ville en ville. Donc dans ces cas-là, elles pourront avoir une dérogation. Moi, si vous voulez, je suis un partisan et un défenseur de l'école publique de la République. Et je considère qu'un enfant a sa place à l'école. L'enfant n'est pas la propriété de ses parents. On l'a entendu dans ces débats. Certains parlementaires, notamment de droite, qui disaient « mais ne vous mêlez pas ». Toute velléité d'éducation à domicile est suspecte pour Non, vous ? pas toute velléité. Mais vous avez aussi des enfants, on les a vus, qui étaient dans des mosquées ou dans des caves en Seine-Saint-Denis. C'est arrivé des petites filles de 6 ou 7 ans qui étaient voilées dans des caves sans fenêtre, avec des gens assez peu recommandables. Est-ce qu'on ne pense pas, au nom de la République et de la défense des principes républicains, que ces jeunes filles et que ces jeunes garçons, leur place est davantage dans des classes de la République avec des enseignants formés par la République que dans des caves et dans des taudis où on leur enseigne à peu près tout, sauf ce qui devrait être enseigné. Moi, ça ne me choque pas, dès lors qu'il y a des dérogations. En plus, vous l'avez dit, on est passé à un système de déclaration à autorisation. Donc, le gouvernement a allégé à l'appréciation, et revenu sur l'article tel qu'il était formulé initialement. Mais moi, je considère que les enfants, leur place, c'est à l'école. Michel Soudé, l'école laïque obligatoire dans le lieu de l'école, est-ce que ça, c'est pas effectivement un grand combat de l'universalisme, finalement, de l'éducation ? Ah mais là, on n'y est pas, là. Parce que l'école laïque, républicaine, obligatoire, c'est arrêter les écoles privées. Il y a des villages où il n'y a pas d'école publique, où les gens sont obligés de mettre leurs enfants dans des écoles catholiques, même si ce n'est pas leur religion. Ça existe encore. Pour autant, il faut permettre l'instruction en famille. Alors, l'instruction en famille, c'est une vieille liberté, mais là, elle est touchée sur certains cas. On voit bien que... Pardonnez-moi, c'est une liberté qu'il faut autoriser, parce que ce qu'on appelait l'école libre, la gauche, au début des années 80, n'y était pas favorable. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à l'école en famille, l'éducation en famille ? C'est pas la même chose. L'enseignement en famille ? Non, mais c'est pas la même chose. Oui. L'école libre, ce qu'on appelait l'école libre, c'est l'école privée. C'est
bon nombre d'écoles où les élites payent pour mettre leurs enfants et pratiquer ce qu'on appelle un séparatisme social. C'est pas ça l'instruction en famille aussi? L'instruction en famille, ça peut être ça aussi. Même s'il y a besoin d'instruction en famille dans certains cas, dans les cas de maladie, dans les cas qui sont encore une fois ceux-là, ils sont prévus. Oui. Mais ceux qui, parce qu'ils ont une fortune conséquente, préfèrent confier leurs enfants à des précepteurs, ceux-là, ils auront les dérogations, rassurez-vous. Ce n'est pas ceux-là qui sont visés. Or là, on a un projet de loi qui fait l'impasse sur bon nombre de choses qui sont à la racine du séparatisme religieux qu'on veut viser, qui sont un séparatisme social, qui sont une ségrégation sociale. Et quand Emmanuel Macron, dans son discours aux Mureaux, le 2 octobre, donnait 2 volets quelque part à sa lutte contre le séparatisme, ce projet de loi n'en prend qu'un. C'est un côté un peu répressif, contrôle, qui vise beaucoup les associations qui sont très inquiètes, toutes les associations. Qui devront effectivement s'engager elles aussi à respecter les lois de la République. On va en parler parce que... Non, on ne va plus pouvoir en parler, malheureusement, on arrive au terme du débat, mais merci en tout cas d'y avoir participé. Parce qu'il y a des associations quand même très, comme Attac, Greenpeace ou autres, qui sont inquiètes, ne serait-ce que parce que la désobéissance civile, elle est remise en cause par cette nécessité de signer une charte d'engagement. Oui, enfin, s'agissant des associations qui perçoivent des deniers publics, ce qui pose là quand même la question de savoir est-ce qu'il faut donner des deniers publics à des associations qui appellent à la désobéissance. C'est une autre question. On fera un débat sur les associations. Merci en tout cas, Michel Soudé, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Amine El Khatmi. Fin de ce débat, donc restez avec nous. Prochain journal dans 7 minutes sur France 24.